Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast. George Miller est reparti bredouille de la dernière cérémonie des Oscars, alors comme lot de consolation, nous avons décidé de lui consacrer une émission entière. Pour honorer le réalisateur australien, les nommés sont Fausto. Oui, dans quelle catégorie exactement en fait? Je voudrais savoir. Nous avons aussi Laurent. Meilleur scénario, oui, c'est ça. Cyril. Vroom. Et Xavier. Bonjour. Non, meilleur monté. Et à la réalisation, Jérôme, comme d'habitude. Merci Jérôme. Et au moteur, Véronique. Merci. Alors, George Miller, ça vous évoque quoi, Cyril, par exemple? J'ai fait tout à l'heure le bruit de la voiture, vroom. Et je veux dire, c'est bête, hein, mais on l'a tous connu, je pense, à moins d'être très très jeune, mais on l'a tous connu avec justement Mad Max et Mad Max 2. Donc moi, ça m'évoque le post-apocalyptique motorisé, voilà. Eh ben, Laurent, ma réponse ne va pas être bien différente. Mad Max 2, le choc de jeunesse. Fausto. Oh, Mad Max 3, le choc de jeunesse, mais le choc négatif, quoi. Xavier. Mad Max et le montage chez George Miller. Il est l'un des réalisateurs qui m'a donné envie de faire du montage. D'accord. Ah merde, il a une réponse mieux que la nôtre. L'appel direct, quoi. Et toi, Véronique? Moi, le blouson en cuir. Voilà. Ah oui, sur la mode. de suite. Non, mais cela dit, effectivement, il y a une vraie. Déjà, c'est très branché mode, Mad Max. Il a fait la fortune du sentier. C'est fétichiste à mort. Et puis le deuxième, effectivement, si tu étais dans le délire punk, SM, PD cuir, tu devais te régaler. Tout à fait. Hein. Du coup, c'est un réalisateur qui est venu sur le devant de la scène un peu tardivement dans sa carrière. Fausto, tu nous racontes ça? Je te raconte sa carrière. Ouais. Non, mais pourquoi est-ce qu'il apparaît maintenant sur pourquoi il est médiatisé plus maintenant? Ouais. C'est un peu la question qu'on se pose en fait. C'est-à-dire que finalement, nous, on a toujours parlé entre nous de George Miller de manière très naturelle et très passionnée parce que ça a toujours été un réalisateur qui comptait pour nous. Et effectivement, il ne comptait pas forcément pour tout le monde de la même façon. Et c'est quand même, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un oublié de l'histoire officielle, mais en tout cas, c'est un mec qui, jusqu'à aujourd'hui, était gentiment ignoré des médias généralistes, voire même de certains magazines de cinéma qui le trouvaient bon faiseur, mais pas plus que ça. Et puis là, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est un génie du niveau d'un Spielberg ou d'un Cameron, quoi. Donc, oui, Cyril? J'ai juste qu'il il a sorti un film récemment, quoi. C'est aussi ça qui fait qu'il est dans le feu de l'actualité. Oui. Plus qu'il y a 5-6 ans. C'est aussi une bonne raison. Non, mais évidemment. Mais c'est un réalisateur qui a suffisamment d'importance par les films qu'il a donnés à l'histoire du cinéma pour mériter qu'on s'y attarde plus. Effectivement. Oui. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis depuis 5 minutes à peu près. S'il a tout d'un coup renaissance, c'est parce que le film est sorti là. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ce qui a été écrit sur Miller aujourd'hui, c'est des choses qu'on aurait pu écrire avant. Et en fait, le truc, c'est que t'as l'impression que d'un coup, il y a une prise de conscience. Ah, ce mec est génial. Mais quel réalisateur formidable. Alors que sa mise en scène, elle a j'irais pas jusqu'à dire qu'elle n'a pas évolué, elle a évolué, mais il met exactement en scène à peu près à peu de choses près de la même façon, avec la même énergie qu'avant, quoi. Oui, Laurent. Bah oui, on n'a pas lu ça quand Happy Feet 2 est sorti en 2011 par exemple, comme quoi c'est un réalisateur génial, alors que la mise en scène de Happy Feet 2 elle est assez impressionnante. Alors peut-être un début de réponse, ce serait qu'à l'époque donc de ces grands films, on va revenir sur la filmo, mais genre les Mad Max et tout, c'était pas les fanboys qui étaient aux commandes de la presse à l'époque, ce qui n'est pas le cas maintenant. Maintenant, il y a une génération de gens qui ont été nourris justement à tout ce cinéma-là, qui, du coup, sont les gens qui parlent du cinéma. On en a une expérience, enfin, tu vois, toi-même, Fausto, Laurent. Et maintenant qu'on a pas le pouvoir, mais qu'on est en place pour parler, c'est peut-être pour ça que maintenant les gens en parlent, parce qu'ils savent que Miller, c'est pas un branque. Alors qu'à l'époque, peut-être qu'il n'était pas perçu pour ça. Puis après, le temps a fait son effet. Plein de gens qui ont connu Mad Max, c'est eu un effet de culte et tout. Et c'est peut-être pour ça qu'à l'époque, il n'a pas été reconnu à cette époque-là. Et il a fait des films beaucoup moins puissant dans le sens que Mad Max 2 entre temps, quoi, même s'ils ont tous des qualités, on en parlera après, mais c'est pour ça que Mad Max Fury Road d'un seul coup ça arrive comme une boule de feu, et c'est plus les petites gens relous qui vont pas parler de son cinéma qui sont au camp maintenant, c'est plutôt pas les fanboys, c'est pas négatif, mais les gens qui aiment ce cinéma. Mais je vois ce que tu veux dire, je pense qu'il y a les deux en fait. Je pense qu'effectivement tu as une partie des gens qui aujourd'hui écrivent sur le cinéma et qui ont le même âge que nous et qui peuvent avoir le même bagage culturel, t'as ça. Mais je pense que tu as aussi un retournement de veste culturel, idéologique, ce que tu veux. Enfin voilà, aujourd'hui, tu vois Verhoeven en couverture des cahiers du cinéma. Bien sûr, c'est pas la même équipe, tu vois, mais quand même, on peut un peu se poser la question, est-ce qu'il n'aurait pas mérité qu'on s'y attarde avant ?
pourquoi aujourd'hui on défonce Tarantino par exemple. Enfin, il y a plein de trucs, parfois il y a des espèces comme ça de jeux de volte-face que j'arrive pas toujours à saisir. Après, je pense qu'effectivement en partie, tu as des mecs qui écrivent sur le cinéma et qui ont été biberonnés en fait aux mêmes références que nous, et du coup en fait ils peuvent s'exprimer aujourd'hui, et sur Miller ils le font. Mais juste pour revenir sur Mad Max Fury Road, il y a aussi c'est pas juste la critique, c'est aussi le fait qu'il lui a un énorme budget pour se faire ce film-là, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une confiance des studios, non, Fausto? Énorme budget pour peut-être au vu de ce qu'il a fait avant, peut-être, mais après au vu du paysage du blockbuster américain, c'est pas si gros que ça, quoi. Et les studios ont flippé quand même, hein, oui bien sûr, il y a eu des visites sur le set, tout ça, etc. C'est l'histoire, et puis en plus ça a duré une éternité. Non, ça a duré longtemps, depuis 2003 en fait. Ce qui a été peut-être un peu aussi, là je parle du grand public, pas des journalistes, ce qui a peut-être aussi une bouffée d'air frais, c'est que on en a déjà beaucoup parlé dans le bilan, mais c'était enfin en pleine période des blockbusters ultra numérisés de voir enfin quelque chose de plus physique réel, voilà, quelque chose je pense que c'est en grande partie ce qui a fait que le film a été un événement. Au-delà du retour de Mad Max pour tous les gens qui aimaient Mad Max, le film a été assez un événement parce qu'en termes de sensations il proposait des choses qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir dans un gros film d'action dans les salles, quoi. Ouais, Xavier. Et tout simplement aussi que dans cette grande phase de reboot, remake, bidouillage dans tous les sens, c'est le seul qui a réussi à faire un film qui soit vraiment intéressant, qui se regarde en tant que film sans forcément tout un culte derrière. Bon, là il y en a un effectivement, mais tu pourrais regarder ce film sans rien connaître de Mad Max et te prendre une claque monumentale. Pas comme Star Wars, quoi. Voilà. Okay. Il y a peut-être un truc aussi, moi je compare pas ça un petit peu aux cascades de Jackie Chan et aux cascades numériques en fait. Les gens vont voir des films de Jackie Chan parce qu'ils savent que c'est vrai, que ça a été vraiment fait. Il y a un côté réel qui fait que ça impressionne beaucoup les gens, un peu à la Buster Keaton aussi, quoi. Et dans Mad Max il y a aussi ce côté, on sait que les cascades ont eu lieu pour de vrai et tout, c'est aussi qui fait le charme du film, alors que quand on voit l'intro moi je compare toujours Mad Max 2 avec l'intro de Avenger 2, où l'intro d'Avenger 2 c'est un plan séquence qu'on sent en full CGI. De Fury Road, tu veux dire, ou de... Non, tout Fury Road à comparer de l'intro. Ah oui, excuse-moi, de Avenger 2. Et je me dis, voilà, Avenger 2, il y a un côté full numérique qui fait que on n'est pas impressionné par ce qu'on voit à l'écran. Alors, pourtant, si c'était fait en live, on serait comme des oufs. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça a peut-être un plus, c'est que voilà, il y a un côté où on a peur, moi je pense tout ça avec Jackie Chan, vraiment les gens à l'époque ils kiffaient Jackie Chan parce que c'était vraiment fait par lui, c'était la promo était à fond là-dessus et ça impressionnait les gens de voir vraiment qu'il a peut-être presque sa vie ou machin tout pour le faire. Et Mad Max c'est un côté ils l'ont vraiment fait, comment ils ont fait ça et tout, qu'il n'y a pas dans les trucs full numérique maintenant, et qui fait que voilà. Mais bon, là c'est vrai que c'est très Mad Max Fury Road je suis d'accord, mais pas que, puisque effectivement tu as ce côté physique, absence relative d'images de synthèse parce qu'il y en a quand même, mais tu prends un film comme The Revenant qui est tourné en dur. Et en fait, je trouve que, en termes de mise en scène, elle n'est pas suffisamment pensée pour être aussi physique que celle de Fury Road. Il y a des cascades dans The Revenant ? Ah oui, il y a des cascades, tu vois. Puis c'est justement censé renouer avec le côté physique, le côté âpre, tu vois, etc. Mais là, c'est marrant, c'est que finalement, tu te rends compte que au-delà du physique et du dur, il y a quand même la mise en scène, quoi. C'est ce qui caractérise l'énergie du cinéma de Miller. Ouais. Puis dans le Wignard et tout, en plus, il y a un côté je veux absolument être virtuose qui force le mec à avoir recours à des trucages. De toute manière, que ce soit le plan séquence de la scène d'attaque du camp, où tu vois vachement les coupes à quel moment sont coupés. Il y a des points de montage pour faire croire un plan séquence. La scène de l'ours qui est pas possible dans l'absolu, donc on sait qu'elle est truquée. La scène du cheval, tout ça sont des scènes qui font que finalement le mec veut absolument une espèce de retour aux sensations et se plante complètement parce que justement il veut tellement forcer sa virtuosité, alors que Miller il se repose sur ce qu'il a toujours fait, le montage, la puissance de montage, c'est ce qui lui permet du coup, en plus de vraiment nous faire croire, même quand il y a du numérique. Et encore, il y a surtout de la composition, du compositing de plans dans Mad Max Fury Road. C'est-à-dire que le numérique, c'est vraiment, on va dire, ce qui est la tempête, etc. Sinon, c'est surtout des plans rajoutés les uns sur les autres, mais qui ont tous été quand même tournés physiquement. Et puis c'est grâce à la puissance du montage qui peut le faire fonctionner à l'image, quoi. Alors que chez Iñárritu, ça se plante complètement, il n'y a pas de sensation, quoi. C'est vrai qu'on est tenté de comparer les deux parce que c'est Iñárritu qui a eu l'Oscar du meilleur du réalisateur, donc, et George Miller ne l'a pas eu. Et il n'a pas besoin de beaucoup d'argent, effectivement, à la force du montage, la force de sa mise en scène, et il suffit de voir. Et du coup, on peut commencer avec le premier Mad Max. Il suffit de voir le premier Mad Max. C'est un budget minuscule, mais il y a des idées de cadrage, il y a le montage qui est juste incroyable, et puis il y a aussi cette espèce de surfétichisme, et puis il y a des pulsations qui sont dingues. Enfin, pour moi, le premier Mad Max, c'est vraiment le premier film rock'n'roll de l'histoire du cinéma, quoi. C'est un film, et pourtant le rock n'est pas la thématique du film, quoi. Mais alors dans ce film il y a tout, c'est une espèce de concentré de rock'n'roll, quoi.
et c'est à la croisée d'Orange Mécanique, du western spaghetti, du film de samouraï. Enfin, c'est une espèce de précipité de tout ça, quoi. Et puis ils étaient un peu fous aussi à l'époque en plus. Ouais, puis il y a effectivement, tu sens cette folie et que tu ressens encore dans Fury Road. C'est-à-dire qu'en fait, avec les proportions de l'époque, de budget, tout ça, etc., d'investissement des comédiens, tu vois, l'intensité, la folie des cascadeurs, et puis cette obsession que Miller a pour le corps. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un mec qui est totalement obsédé par le corps tordu, broyé, en extension, tout ce qu'on veut. Et ça, je pense que c'est un truc qui lui vient de son background médical, quoi. Puisque tu me demandais tout à l'heure, présenter vite fait, mais à l'origine, c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine, donc il connaît très bien le corps. Et je pense que ça se ressent dans sa mise en scène qui est hautement physique, quoi. D'ailleurs, Mad Max, je crois, une des expériences, ça vient aussi du côté urgentiste, de ce qu'il voyait à l'hôpital. Voilà. Désolé, Xavier. Et oui. Il y a un docteur Xavier. Non, en fait, il y a le côté urgence, effectivement, et aussi le fait qu'il avait des amis, je crois que c'est 3 amis qui ont eu un accident de voiture, ils sont morts dans l'accident, et pareil, ça l'a vraiment marqué, et ça lui a donné l'idée pour Mad Max. Et après Mad Max, c'est aussi le contexte de l'époque, l'Australie, le cinéma un peu fou qui se faisait à ce moment-là, c'était pas comme c'est comme ça, on est sur le cinéma, il y a des courants et des gens tout d'un coup qui se mettent à faire des films tous ensemble sans vraiment se concerter, ou des fois ils se concertent. Et je conseille d'ailleurs le documentaire Not Quite Hollywood, qui justement contextualise ce qui s'est passé en Australie, on va dire décennie par décennie. Et effectivement, à ce moment-là, en Australie, au temps de Mad Max, il y avait quelque chose qui se passait, quoi, en fait. Et Mad Max était un des films le plus médiatisés à l'époque, mais c'est vrai qu'il y avait tout un tas de gens qui commençaient à faire des films un peu barrés et tout à ce moment-là et tout, et c'est vrai que ça a été une période assez prolifique. Et d'ailleurs, pourquoi Mad Max a émergé de l'Australie à ce moment-là? C'est juste qu'il y avait une mode des films venus d'Australie, ou ça a été le premier à émerger? Ça n'a pas été le premier à émerger, puisqu'il y a d'autres réalisateurs qui faisaient des films avant Miller, hein. Peter Weir notamment. Les voitures ont mangé Paris, je pense, tout à fait. Qui est une espèce de pré-Mad Max. En tout cas, il y a des véhicules customisés, une coccinelle avec des pics et plein de choses comme ça. Mad Max a été surtout aussi connu parce qu'il a eu des gros démêlés avec la censure. En tout cas, en France. Il est resté 2 ans bloqué, c'est ça, hein, petit moment. Giscard, il y a un petit moment pour le voir. Le pire, je crois que c'est en Suède, banni jusqu'un 2005, je crois. C'est bien. Voilà. C'est bien. Le film est jusqu'au bout. À côté de ça, il y a des films avec Christian Lindbergh. Quel est le problème? Expliquez-moi. Après, les films de Christian Lindbergh, ils ont différents. À la base, ils sont pas si trash que ça. Non, mais ils sont pas si trash. Mais bon, je veux dire, c'est quand même des films de cul. Enfin bref. Mais oui, tout ça pour dire par rapport à l'Australie, ouais, non, c'est vrai qu'il se passait un truc. Franchement, à cette époque-là, c'était peut-être l'un des cinémas les plus intéressants au monde, quoi. Enfin, il se passait un truc, et puis surtout, c'était quasiment que des petits budgets et qui tiraient le meilleur parti de décors naturels. C'est vraiment le point commun entre tous ces films-là, c'est qu'ils ont su utiliser les décors naturels, que ce soit Peter Weir, Picnic à Hanging Rock, Mad Max d'un côté, Ted Kotcheff effectivement avec Joaquin Phoenix. Alors après, Ted Kotcheff, lui, il est pas australien, mais c'est vrai que c'était production de l'époque. Mais voilà, mais c'est vrai que là, pour le coup, en plus, c'était intéressant dans Joaquin Phoenix, c'était un regard étranger sur l'Australie. Mais il y avait un truc sur la censure aussi, je me souviens bien un petit peu du documentaire, c'est un peu vague, mais il y avait une histoire comme quoi à l'époque c'était très censuré en Australie. C'est une sorte de, pour eux, un cri pour dire voilà, laissez-nous tranquilles et tout. Il y a quelque sorte de, comme toujours, il y a un contre-coup par rapport à quelque chose. Tout à fait, ouais. Et les films étaient très violents, ils allaient très jusqu'au boutiste. C'est ça, surtout pas forcément violent, mais jusqu'au boutiste. C'est ça qui les caractérisait à l'époque. Même on pense à Long Weekend, des films vraiment qui allaient vraiment, voilà, des. Ouais, Laurent. Mais il y avait aussi, je pense que là où ça a été un cinéma extrêmement intéressant, c'était que par rapport, en opposition au cinéma bis italien notamment, qui réutilisait les codes américains et qui essayait même de faire croire que c'était un cinéma américain, c'est un cinéma qui tirait pleinement profit de ce qu'était l'Australie, de l'atmosphère qu'il pouvait y avoir en Australie. Puis il faut savoir que quand on connaît un peu l'histoire de l'Australie, ça a quand même une réputation d'être le pays fondé par en gros les rebuts de la société anglaise. Donc rien que ça, il y a une espèce d'âme, il y a une espèce d'âme assez étrange dans ce pays qui ressortait vachement à travers ce cinéma, qui s'affirmait vraiment non seulement par ses paysages, mais aussi par une espèce de côté transgressif et violent qui respectait pas les règles. Et toujours très social en plus. Oui, en plus. Parce que le premier Mad Max, c'est un film aussi très social, comme tous les grands films de genre d'ailleurs. Mais en fait, je me pose une question. Est-ce que vous pensez que ce côté un peu exotique, je sais pas si c'est exactement le mot, mais a aussi un peu fait du tort à George Miller, justement, pour être reconnu en tant qu'artiste ou auteur, versus un technicien qui fait du film de genre. Pas parce qu'il a eu assez vite après accès assez vite dans les années 90, parce qu'il a quand même enchaîné avec 80-90, oui. Oui, mais c'était produit, mais il a quand même studio et tout, oui, il a eu accès à Hollywood après assez rapidement. C'était des succès colossaux, hein. Enfin, les deux Mad Max sont quand même sortis à travers le monde et l'onde de choc, elle a été folle, hein.
Johnny Hallyday a sorti un album où il était en Mel Gibson. Hein. Il a fait Terminus. Il a fait Non, mais Terminus, il a fait Terminus aussi, oui. Non, mais c'est fou, quoi. Enfin, c'est. Déjà, c'est aussi Mel Gibson, on en parle. Mais en fait, pareil, un acteur qui émerge, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est indissociable de Mad Max, c'est indissociable de Miller, Mais après, je pense qu'on reviendra sur l'aspect très collectif de ces films. Et il y a plein de personnalités, en fait, de personnes et personnalités qui sont déterminantes dans la galaxie Miller. Brian On se rend May compte aussi. que c'est l'aventure Miller, c'est effectivement, il y a plein de gens, quoi. Il n'y a pas que lui. C'est un vrai chef d'orchestre. Mad Max, du coup, c'est un post-apo, c'est un pré-post-apo. Bah, le premier, en fait, c'est un film de SF. Ouais, c'est une espèce de C'est pas vraiment dans le futur. Dystopique. Voilà. C'est un vigilante dystopique. Voilà, un vigilante dystopique. Et pourquoi la dystopie ? Parce que Frank Miller. Bah, tu vois, je commence. George Miller voulait donc en fait donner un aspect plus réaliste à l'histoire. Et il estimait que si il n'était pas dans un contexte dystopique, l'histoire serait moins crédible. Tout simplement. Donc du coup, ils ont fait des recherches justement sur la dégradation sociale et ce que pourrait provoquer, on va dire, tout l'aspect pétrolier, l'aspect énergétique, un choc pétrolier, tout ça. Là, on n'est pas l'impact sur la société. On n'est pas encore, on est au bord du gouffre là, on n'est pas encore tombé dans le film de Mad Max. J'ai pas tout à fait. On sent que c'est à la frontière, c'est un peu comme Disney Hours, on sent qu'on est à la frontière de quelque chose. Ça va basculer, mais on est encore dans un monde qu'on connaît, quoi. C'est ce qui rend le film très flippant. Ouais, il y a un côté très anxiogène, plus que le 2. Ah oui, parce que le 2, on est passé, ça y est, on va venir sur le 2, mais on est dans le chaos, alors que le 1, c'est un peu borderline. C'est vrai que dans le 1, il y a un côté un peu interdit, il y a un peu un côté qui avec une vraie tension psychologique et sociale qui fait qu'on n'est pas toujours à l'aise, en tout cas quand on découvre le film pour la première fois, et surtout quand on le voit jeune, on n'est pas complètement à l'aise, alors que le 2, c'est vrai, a un côté beaucoup plus fantasy entre guillemets, vu de son côté post-apo, et qui fait qu'on est plus dans une espèce d'imaginaire qui libère un peu les pulsions, et qui fait qu'on a moins on les ressent avec une espèce de joie devant cet étalage de sauvagerie. Mais tandis que dans le 1, la sauvagerie elle est vraiment chelou et assez dégueu. Ouais, en fait. Thierry. Est-ce qu'on pourrait peut-être pitcher, d'ailleurs, peut-être pour des gens qui n'ont pas jamais vu Mad Max, et ce serait bien de le pitcher. Sortez d'ici. C'est le moyen de peut-être pitcher le 1 pour qu'on puisse après, pour que ce soit plus simple pour expliquer le 2, le 3 et le Fury Road, du coup. Vas-y, pitch-le. Putain, je suis nul en résumé, moi. Tu nous fais chier avec tes résumés, là. Mais, Si tu veux résumer il est flic, il a sa femme, sa fille, bof, ils sont tués, ils se vengent. Voilà, t'as résumé. De toute façon, c'est nul, dit comme ça. Non, mais la grande force des Mad Max aussi, c'est leur simplicité scénaristique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on reprochait certains à Fury Road. C'est ah non, mais il n'y a pas de scénario. Si, il y a juste un scénario. Il y a un univers qui est juste incroyablement dense. Il faut juste mettre ses yeux juste devant l'écran, quoi. Exactement, ouais. Et Mad Max, surtout, on n'en a pas parlé, c'est un moteur. C'est pour moi Mad Max, on parlait tout à l'heure un truc, pour moi c'est vraiment le V8, c'est le moteur. Enfin, ça, c'est quand il y a un moteur. Chercher un truc. Il n'y a pas de jeu de mots, hein. C'est vraiment. C'est un travail sur la mécanique de dingue, vraiment de dingue. Et un contenu fétichiste, on parlait tout à l'heure du cul, mais surtout sur les bielles et sur les rouages et tout. Malheureusement, en fait, on peut pas te filmer, donc quand tu fais on a du mal à voir. Imaginer, les photos. Oui, Xavier. Mais justement, l'aspect mécanique est aussi très intéressant pour tout l'aspect de nomadisme, on va dire, qui transparaît dans Mad Max. C'est très simple. Toutes les personnes qui meurent sont généralement des personnes qui n'arrivent plus à avancer. À partir du moment où tu perds ta capacité à te mouvoir, généralement tu meurs. Et regardez Mad Max avec cette idée en tête. Parce que je me souviens dans le 2, ils expliquent plein de trucs sur la customisation du véhicule. Il dit moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il explique, le personnage de Max explique ce qu'il a fait sur son véhicule et tout. La voiture elle-même, elle est remplie de gadgets. Pour l'allumer, il faut faire gaffe à plein de trucs et tout. Enfin, il y a un côté très maniéré, très garçon, j'ai envie de dire, très mec, de côté bricolage. Laurent. Et je reviens rapidement sur ce que disait Xavier, c'est que ça s'applique à peu près à tous les films de Miller en matière de psychologie des personnages et d'articulation du récit. On va y revenir. Même Beb 2. Même Beb 2. J'ai même envie de te dire. Surtout voilà. Vraiment, Beb 2, c'est Mad Max chez les animaux, quoi. Mais parlons-en peut-être. Écoute, je sais pas, peut-être on. Non, mais si, allez, vas-y, Beb 2. Non, mais en plus, pour le coup, Beb 2. Non, mais sur pas forcément Beb 2, mais. C'est pas ta tête de cochon, Laurent. Non, mais en plus, c'est vrai que Babe 2, comme tu dis, c'est beaucoup plus facilement liable à Mad Max qu'on pourrait le penser. Ah oui, complètement. Tu peux nous expliquer ça, Fausto? Non, mais déjà, d'un
strict point de vue de mise en scène, c'est quand même Babe, c'est quand même un survival. Enfin, tu vois, c'est un film de fuite en avant, exactement comme le sont les Mad Max, quoi. Alors après, j'irai pas jusqu'à chercher les correspondances psychologiques entre Babe et Max, mais il y en a. Mais et puis surtout, il y a des moments de mise en scène mais insensés, quoi. Enfin, le sauvetage du boule terrier. Je l'ai vu il y a un moment, Babe 2, mais le sauvetage du boule terrier, donc qui est un chien pour nos amis qui ne sont pas cynophiles par Babe, qui est accroché ouais. C'est la scène traumatisante, ça. C'est traumatisant. Il y a des scènes, mais vraiment de pure mise en scène, et puis il y a ces espèces enfin bon, après je sais pas si on peut dire que c'est un plan signature, mais c'est ces fameux travelling avant super rapide que fait souvent justement George Miller. Et alors là, c'est marrant, c'est qu'il le fait dans un contexte qui n'est pas un contexte post-apocalyptique ou autre, mais en termes d'effet viscéral, ça a exactement le même effet, quoi. Donc effectivement, c'est un film qui carbure exactement à la même énergie que les Mad Max, quoi. Cyril. Mais Babe 2, justement, c'est limite un post-apo, parce que je me souviens juste que les décors et tout, c'est limite, on a l'impression que le monde s'est effondré, qu'il a créé des univers un peu différents et tout. Ce qui est très drôle, c'est que quand tu compares Babe 1 à Babe 2, tu as le même choc que Mad Max 1, Mad Max 2. C'est-à-dire que Babe 1 se déroule dans l'univers de la ferme, etc. Ouais. Donc dans l'univers du personnage, et dans Babe 2, il part dans la ville. Donc là, tout a une dimension beaucoup plus énorme, beaucoup plus oppressante, beaucoup plus menaçante. Il est vraiment complètement déraciné de son univers, le personnage, et ce qui est le cas dans Mad Max 2 aussi, quoi. Xavier. Et aussi, ce qu'on peut retrouver dans Mad Max, c'est souvent une utilisation c'est une sorte de patchwork de différents éléments pour recréer, genre le langage dans les Mad Max, qui est un melting pot de pop culture ou autre. Et en fait, dans Babe 2, la ville, Métropolis, c'est en fait un patchwork de différentes villes pour recréer toute une société particulière. Sans nommer en fait une ville en particulier, voilà. C'est ça, et il recrée un univers. Et d'ailleurs, dans Babe 2, il porte pas un collier de cuir à clous. Tout à fait, absolument, bien sûr, absolument. Oui, Cyril. Juste pour pitcher du coup Babe, le premier, c'est en fait un cochon dans une ferme qui rêve d'être chien de berger en fait, et de guider les moutons et tout. Donc on va voir son apprentissage, et donc c'est un film avec des animaux qui parlent entre eux. Les humains ne les comprennent pas, mais ils parlent entre eux, et c'est en prise de vue réelle. Donc c'est des scènes d'animatronique et un peu de synthèse, je crois. C'était dingue à l'époque, et Miller n'a que produit et scénarisé le premier. Il a réalisé le second, et le second, comme tu disais, c'est une version limite dark. Moi, je trouve que c'est un grandiose, mais c'est pas pour les enfants limite. J'ai envie de dire. C'est un film préféré de Sonotion. Ouais. C'est un film assez déterminant apparemment pour lui. Ça tue visuellement. Je tiens aussi à préciser que Babe 2 a eu des scènes censurées. Dont en l'occurrence la scène du cochonne. Ça m'étonne pas. Mais du coup, est-ce qu'on peut voir le montage Non, mais je crois qu'on peut trouver les scènes en question sur internet. Parce que la séquence est déjà. Enfin, on peut pas spoiler, mais il se passe un truc très éprouvant et qui met mal à l'aise n'importe quel être humain sur Terre, à part si t'es sadique. Et en fait, dans les scènes les plus éprouvantes, en fait, celles-là, elles ont été réduites. D'accord, parce que c'est déjà bien bourrin. Genre, on mange du bacon ou un truc comme ça. Non, mais c'est vraiment la scène, elle est vraiment. En plus, c'est comme toujours, c'est un peu comme dans le Maître du Temps, et c'est un film qui se passe normalement, et tout d'un coup, t'as un truc super dramatique, t'es pas prévenu, et t'es pris vraiment, parce que jusque-là, le film était bien, d'un point de vue, on va dire, construit dans le sens. Et tout d'un coup, t'as un truc vraiment, tu dis ah ouais, mais ça, c'est salaud parce que tu m'as pas prévenu que ça allait être comme ça, et ça te traumatise. Moi, ça m'a traumatisé, quoi. Et je l'ai vu adulte. Pareil, j'ai vu adulte. Ça m'a juste. Je savais, enfin, j'avais lu, je savais que le film était beaucoup plus sombre que le premier, mais le côté sombre, déjà, c'est vrai, m'a étonné, surtout qu'avec des animaux, c'est décuplé finalement. C'est ça qui est assez aussi extraordinaire. C'est aussi d'ailleurs ce qu'il va faire avec Happy Feet. Ça nous fera une très bonne transition. mais c'est utiliser des univers très enfantins et des codes qui sont censés parler à tout le monde pour amener les spectateurs dans un univers où il va être pris à contre-pied et confronté à une utilisation des univers et d'une iconicité auquel on ne s'attend pas, et qui d'un coup va nous mettre un choc comme ça, un bon petit taquet dans la tête. Mais du coup, à votre avis, pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait des films pour enfants et en même temps, en voulant quand même insuffler ce côté un peu dark. Mais ça permet peut-être pour les éduquer, parce que bon, mine de rien, faut leur apprendre la vie. Faut leur apprendre la vie, et puis c'est pas avec une bonne partie des productions actuelles qu'ils vont l'apprendre. Mais oui, c'est vrai qu'il a eu une période où il a enchaîné les Babe, les Happy Feet. Donc, et Squeak, c'est pas pour enfants, mais c'est quand même plus léger, quoi. Oui, il a fait aussi les Sorcières d'Eastwick après les Mad Max.
Mais c'est vrai que c'est justement ce qui fait que c'est un réalisateur complexe. Et c'est pour ça, je pense qu'il est finalement assez peu reconnu, en tout cas à l'aune de son talent. C'est parce qu'on a du mal à le mettre dans une case, quoi. C'est-à-dire que finalement, il est moins défini qu'un Spielberg, il est moins défini qu'un Cameron. Et donc, du coup, c'est compliqué. Même là, on est en train de se poser la question, mais pourquoi il a fait ces films? Même Lorenzo Oil aussi, quand tu... Oui, non, bien sûr. Alors après, effectivement, ce qui lie tous ces films-là, c'est ce qu'on disait, quoi. C'est la force de son montage, l'énergie de sa mise en scène. On retrouve des dispositifs qui sont assez similaires et même parfois des psychologies de personnages qui sont en miroir. Mais oui, c'est assez complexe. Moi-même, je me posais la question et je trouve pas vraiment de réponse, en fait. Moi, je trouve que le film que j'ai le plus de mal à situer dans tout sa filmo, même si globalement, je pense que sa grande force, c'est justement d'aller jamais où on l'attend. Donc, ce qui fait que finalement, chaque fois qu'on verra un film de lui, ce sera passionnant parce que une fois que le mec a fait Mad Max 2, dans l'absolu, il avait face à lui, il avait les portes toutes ouvertes, il pouvait faire n'importe quel blockbuster et claquer les doigts, il l'avait. Le mec, il a choisi de partir dans complètement autre chose et c'est ce qu'il a fait toute sa carrière. Il a attendu tellement longtemps pour revenir à Mad Max et donc il y a quelque chose d'assez admirable là-dedans, le refus systématique d'aller là où on l'attend. Mais c'est pas seulement pendant 2-3 films, c'est pendant la moitié de sa vie quasiment. Mais Eastwick, en revanche, moi c'est le film que j'ai un peu le plus de mal. Donc il l'a fait après Mad Max 3. C'est celui que j'ai le plus de mal à situer à la fois dans la psychologie de ses personnages, même dans l'intérêt du film en lui-même, parce que le film a plein de qualités, je trouve, isolément. Dans l'ensemble, je trouve que ça fonctionne pas toujours. J'ai l'impression que il sait pas toujours ce qu'il veut raconter. C'est pas bien passé. Je pense qu'il se sentait pas à l'aise. Il s'est barré 2 fois apparemment. Il s'est barré 2 fois et puis il peut remercier Jack Nicholson qui a été apparemment. Lui dit que ça a été l'une des plus belles rencontres de sa carrière et que c'est vraiment lui qui lui a dit écoute George, là je suis en train d'écrire le dialogue. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais écoute George, calme-toi. T'as du talent, tu sais ce que tu fais, n'aie pas peur, etc. Donc il a quand même fait partie de ces gens qui ont su le rassurer. Et puis bon, quand c'est Jack Nicholson qui vient de parler, en général t'écoutes quoi. C'est ça, et en fait, Eastwick, il y a aussi, donc en dehors de Jack Nicholson, il y avait aussi Cher, Suzanne Sarandon et Michel Pfeiffer. Donc 4 quand même grosses stars déjà installées. Peut-être qu'il n'avait pas eu à gérer ça avant. Ah bah là, il y avait de l'ego. Il y avait de l'ego à gérer, ça c'est clair. Ouais. Le film du coup, je l'ai vu pour préparer ce podcast. J'avais jamais vu ce film-là. J'avais toujours un peu fantasmé parce que je me souviens d'avoir vu à l'époque, c'est une petite anecdote, le cinéma des effets spéciaux, c'est passé sur la Canal+, je crois. Il y avait un épisode sur ce film-là, sur comment faire voler des gens. Et j'imagine un film plus disneyen, on va dire, quoi. Et je l'ai vu donc ce week-end et j'ai fait en fait c'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est Desperate Housewives avec des effets spéciaux avec du côté diabolique. Voilà, et la fin ça part en vrille, c'est surtout la fin qui est intéressante en fait. Mais alors le reste avant c'est un peu c'est un peu laborieux, dans mon souvenir c'est vraiment la fin qui est. Et la fin par contre ça part en vrille totale avec un Nicholson qui se transforme, qui en prend plein la gueule et tout. Et effectivement c'est un défilé de stars avec toute leur chair et tout. Voilà, Pfeiffer s'en sort tout pas mal je trouve, mais ça qui a un côté toujours, quoi. Et puis elle est magnifique dans le film, rien que pour ça faut le voir. Moi c'est plutôt la comment elle s'appelle voilà, j'ai un trou. Non, du Veronica tout. Cartwright. Voilà, Veronica Cartwright, que je trouve monumentale dans le film. Surtout la scène où elle vomit les noyaux de pêche. J'avais vu le film de Cerise. Je l'avais vu gamin, ce film-là. C'est pas un film pour gosses, justement. Mais non, mais moi j'étais devant, j'ai juste halluciné, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi je regarde ça, quoi. J'ai te comprendre tout le long. Comédie de mœurs. C'est ça. Il était à la fois en avance sur son temps. Et en même temps, même aujourd'hui, le film sortirait, personne ne saurait quoi en foutre. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais, Laurent, sur le côté Desperate Housewives. C'est vraiment je pense qu'il y a vraiment c'est juste une espèce de métaphore sur les femmes seules, comme ça, qui fantasment le prince charmant. Enfin. Mais c'est vrai que le fait qu'on ait beaucoup de mal à mettre le doigt quand on voit ce film sur exactement ce dont on pense que ça parle, etc., et qu'on arrive à lui trouver autant de qualité que de défauts, fait que je trouve que c'est vraiment un film. Du coup, c'est assez passionnant à regarder. Mais à la fin, quand on en sort, on se dit, je suis pas encore très sûr de ce que j'ai vu. Comment ils ont produit ça ? Je me suis posé la question, je me suis dit, comment ils ont fait pour accepter, pour grignoter ce machin Je crois que ça a coûté très très cher. Je sais pas quel est le budget, mais à l'époque, c'était en tout cas un des budgets records. Ça a coûté vraiment beaucoup. Les effets sont pas mal. Il y a pas trop, tu vois pas les trucages et tout, c'est plutôt bien foutu. Scène de tennis notamment. Alors c'est marrant, c'est que justement, par exemple, cette scène de tennis, je trouve que c'est un très bon exemple. Je la comprends pas. C'est-à-dire qu'à ce moment du film, les personnages ne sont pas censés connaître la nature surnaturelle et de Nicholson et d'elle-même. Et sont pas surprises. Elles sont pas surprises que cette balle de tennis s'arrête en l'air. Ça fait des beaux plans, du coup, ça fait le plan de projet total, c'est dingue et tout. super bien en scène, mais cette scène, je la regarde, je me dis,
elle était censée être plus tard. Est-ce que du coup dans le montage ils sont Il y a certains moments où tu te dis il est en train d'expérimenter des trucs pour peut-être les utiliser après. Je suis en train d'essayer des trucs sur un film, ça se passe pas très bien. Je prends l'argent du studio, hop. J'essaye, ok. Ça coûte 100 millions, mais c'est pas grave. Mais peut-être qu'il s'est dit je vais faire je vais faire au tennis ce que j'ai fait à la voiture. Et puis non, ça a pas marché. Mad Max du film de tennis. Et après, il a enchaîné avec un drame, Lorenzo Oil. Magnifique, Lorenzo Oil. Mais enfin, j'ai eu un petit truc avant, je sais pas si vous voulez en parler, son sketch pour Twilight Zone. Enfin, j'aime beaucoup ce film à sketch. Pour la télévision, du coup. Non, pour le ciné. Twilight Zone The Movie, en fait. Twilight Zone The Movie. Il a fait entre Mad Max 2 et Mad Max 3. C'était un segment, en fait, c'est ça. C'était un segment. C'était un segment qui était un remake d'un épisode, donc Cauchemar à 20 000 pieds, qui était réalisé à l'époque par Richard Donner, en 63. Et avec William Shatner. Ouais, tout à fait. Et là, c'est John Lithgow. Tout à fait. Et c'est un sketch, je vais quand même dire les autres, juste, je vais essayer de parler d'autres, mais c'est donc Spielberg quand même qui fait un des autres sketchs, Joe Dante et Landis. Alors un sketch de par milieu, ce serait assez drôle. Et du coup voilà, tu vas parler du coup du. Le film il est vite fait. Le film il est célèbre surtout pour l'incident fameux et la mort de Vic Morrow sur le segment de John Landis. Voilà, parenthèse fermée. Et je trouve que le plus faible c'est le Spielberg et le meilleur je trouve que c'est le Miller. Et c'est celui d'ailleurs, je crois que c'est pas. Non, je crois qu'il est en 3ème, le Miller. Le Miller, c'est le 3ème, ouais. Et le dernier. Le dernier, c'est Joe Dante, je crois. Et c'est Dante, ouais, le dernier. Et ça parle de quoi c'est un personnage donc, interprété par John Lithgow, ou Lithgow, je sais jamais comment on prononce exactement. Est-ce qu'un anglophone averti pour. Le méchant de Dexter. Toujours Lithgow. Voilà, donc l'un des méchants fameux chez Brian De Palma. Voilà. Le vilain de Blowout. Qui prend l'avion et qui est terrorisé à l'idée de prendre l'avion, et donc on suit en fait son calvaire, et son calvaire va culminer à un moment assez clé du sketch où il croit voir une créature qui est tranquillement agrippée à l'aile à côté de son hublot. Et qui arrache des petits bouts de l'aile au fur et à mesure, et qui est censé être un Gremlins d'ailleurs. D'ailleurs, Joe Dante parle de ces créatures dans Gremlins en disant que c'est des bestioles qui, pendant la guerre, détruisaient les appareils et tout. Et le mot vient de là ou il existait déjà Écoute, je ne sais plus. Réponse dans le prochain podcast. Qu'est-ce qu'un Gremlin intervention de Jérôme. C'est un mot d'argot de l'armée américaine en fait. D'accord. Ah, d'accord. C'est un mot d'argot de l'armée américaine, auquel le micro capterait pas. Merci Jérôme. Les glitch des Gremlins. Et donc la créature elle est terrifiante. Déjà elle est vraiment superbe. C'est une espèce de gargouille en fait. C'est une gargouille. Elle m'a rappelé un petit peu la créature du sketch de la caisse dans Creepshow. Oui. Et il y a un plan, le plan où il la voit pour la première fois, et puis il se persuade que finalement il a rien vu, c'est bon, et il ferme les rideaux, il essaie de s'endormir, et puis quand même, par prudence, il retourne et il rouvre le truc, et la créature, cette fois, elle est juste devant le truc. Et sur ce plan, d'ailleurs, il y a tout de suite après, il y a un travelling très rapide sur lui, avec les yeux qui sortent comme dans Mad Max. Exactement, ouais. Ça, et ce plan est très très court, mais c'est le plan signature de l'époque de Miller. Complètement, c'était genre les yeux qui sortent littéralement des orbites du personnage. Et c'est marrant, parce que du coup, en fait, c'est effectivement le personnage en lui-même qui hallucine devant cette créature-là, mais c'est aussi le spectateur qui hallucine devant le personnage qui hallucine devant la créature. Donc je trouve ça assez intéressant comme mise en avis. Enfin bref, c'est vraiment formidable ce sketch. Excellent. Ok. Qui veut nous parler de Lorenzo du coup Lequel Lorenzo Lamas ou si on pouvait grand film, Lorenzo Bida. Grand film. Ouais, vas-y Laurent. Grand film que j'ai revu il y a pas longtemps, mais que je portais déjà en très haute estime, et même si j'avais un peu peur parce que j'avais vu il y a un petit bout de temps, et ça vieillit très bien. Et le pitch. Le pitch c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie d'un couple, un papa italien et une maman américaine qui ont un enfant assez jeune et qui a une maladie de dégénérescence de la matière grise. Adrénoleucodystrophie. Voilà, appelé ALD. Bien joué, parce que déjà dans le film, quand ils n'arrêtent pas de le dire et qu'ils le sortent, mais comme ça, en plein milieu du dialogue, 12 fois d'affilée, je me dis ils sont trop forts. Et donc c'est une maladie très rare que les médecins pensent ne pas pouvoir guérir, et les parents décident de ne pas baisser les bras alors qu'ils ne connaissent absolument rien à la médecine, à la physique, à la chimie, etc. Ils arrivent à trouver. Ils vont apprendre. Ils vont apprendre et ils vont trouver un remède.
L'huile En tout cas, pas de un Lorenzo. remède. Voilà, parce que c'est le titre Lorenzo's Oil, c'est le titre. Qui est pour la petite histoire, apparemment, j'ai lu plus tard. En fait, l'huile a effectivement, ça c'est, je spoil l'histoire, a permis de peu ralentir la maladie, mais elle est très contestée cette information maintenant avec le recul. Mais bon, à l'époque, c'est vrai que c'était assez. Mais bon, Bah, c'est en dommage, tout cas, ça n'enlève rien à la puissance du film. Hein, mais... Oui, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'enfant avait une espérance de vie de 2 ans maximum, et il a vécu jusqu'en 2008. Il est mort à 30 ans. Et il est mort à 30 ans, voilà. Donc, il est mort, il était immobilisé, il pouvait plus parler, etc. Mais, Ça a aidé plein de gens dans le monde. Oui, c'était un vrai miracle. Voilà. Enfin, Donc là, et ça a aidé plein de gens dans le monde. C'est un drame C'est un mélo, absolu. c'est un mélo. Ouais. Mais filmé comme un western, filmé à la Miller, quoi. C'est assez filmé dingue. comme un film d'action. Et c'est assez incroyable. D'ailleurs, je me demandais même comment à l'époque il n'avait pas été attaqué comme par exemple Spielberg a pu être attaqué sur la liste de Schindler, dans le sens où au niveau du suspense, tu veux dire. voilà, le suspense utilisé comme moteur d'un film sur une histoire vraie avec la maladie, etc. Mais c'est tellement pur, parce que Miller fait un cinéma tellement pur que ça prend aux tripes. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai vu il y a pas longtemps Hungry Hearts de Saverio Costanzo. C'est très intéressant ce film. Oui, et qui fait la même chose en fait, qui raconte un drame, en plus un drame avec un enfant Indigo. malade. Mais qui le raconte avec une grammaire de mise en scène de films fantastiques ou de thrillers. Avec courte focale, tout ça, etc. Voilà. Et ça m'a beaucoup rappelé Lorenzo. Non, Lorenzo, vraiment un film. La seule réserve que j'ai, c'est Nick Nolte en italien, qui joue en italien. Et encore Voilà, Pourquoi ça marche pas du tout. Il a l'accent d'italien le plus pourri de l'histoire de l'Italie. Et De l'histoire de voilà. l'Italie. Et non, franchement, Nick Nolte, le personnage, lui, ce qu'il dégage humainement, etc., c'est Nick Nolte. Mais oui, en italien, on y Et croit pas encore, du tout. il a eu un C'est acteur lui. assez connu, comme il a pu avoir sur, on a parlé tout à l'heure, Eastwick et tout, c'est qu'il a quand même accès à des. Il a Susan Sarandon. Ouais, Ouais. voilà, il a quand même à chaque fois des gens qui le suivent, ça c'est quand même bien pour montrer qu'il est pas. Il est toujours bankable à ce moment-là. Quoi. Et je peux faire une pastille, le Ouais, saviez-vous plutôt. aussi, c'est qu'il y a eu un téléfilm italien de 1990 avec Thomas Milian et Dominique Sanda. Donc, qui précède de 2 ans le film de Ah Miller. ouais. D'accord. Et c'est pas un bouquin à la base, non? C'est pas un. Qui est adapté? C'est vraiment une histoire non, ils sont vraie. vraiment- Non, c'est vraiment c'est une histoire. sur l'histoire. Alors après, peut-être qu'ils ont écrit un livre, les époux. Postérieurement, d'accord, mais le film n'est pas adapté d'un bouquin, c'est vraiment Non, l'histoire de. Ouais, ouais. De l'article, parce qu'ils avaient sorti, du coup, ils avaient écrit un article, les parents, un article Ouais, dans la ouais. presse qui a été. Mais le script, c'est Miller, hein, il est Ouais. scénariste. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on les voit donc au départ se baser sur la médecine, chercher des nouveaux médecins, créer des groupes de gens qui ont la maladie pour avoir du poids. Enfin, et au bout d'un moment, ils vont juste apprendre carrément par cœur. Ils vont dans les universités pour apprendre ça, pour devenir limite des médecins et pour pouvoir comprendre. Et par déduction, ils arrivent à faire le boulot qu'en fait, les médecins n'ont pas le temps de faire parce que c'est une maladie orpheline qui intéresse très peu de gens. Et les passages où on voit le gamin décrépir, enfin, Wow. le mot était mal choisi, mais c'est. Je suis pas père de famille, mais je pense que ça doit être brisé en 1000 morceaux quand t'es parent. Mais en tout cas, moi je trouve ça, le gamin, c'est insupportable de voir. Enfin, insupportable. C'est juste dur, c'est très très dur, c'est horrible de voir Mais ça. c'est en même temps pudique, c'est-à-dire que ça fait très très mal, mais en même temps il y a aucune, il y a du suspense, mais il y a pas de complaisance, il y a de la compassion, mais il y a pas. Oui, Ils utilisent beaucoup Alors, le son, c'est-à-dire que à partir du moment où le gamin est vraiment dans une phase horrible, c'est surtout ses cris en fait. Ah ouais. Et sinon, tu vois des détails, tu vois une main comme ça qui se crispe, etc. Et tu vois mais- l'assistante aussi qui se barre, qui en ont ras-le-bol, Oui. c'est trop dur pour elle et tout. Et je voulais juste, quand tu dis qu'ils sont limite devenus des médecins, ils ont été nommés médecins honorifiques quelques années après les faits par une université. Et comment a été reçu ce film en fait qui... Par la critique, très bien. Ah oui, Très très bonne critique. En revanche, flop total au box-office. ah Hein. mince. Je crois que ça a coûté 30 millions de dollars et ça a rapporté même pas 8 aux États-Unis. Donc, non, en revanche, la critique, tout le monde a salué effectivement l'éclectisme de George Miller et puis la qualité du film, technique, interprétation, tout ça, etc. Mais le public n'a pas répondu présent. C'est pas un film marquant d'ailleurs dans C'est- l'histoire du cinéma, j'ai envie de dire. Non, mais, c'est con, hein, et c'est à tort, quoi. Enfin, Ouais. vraiment. Et en plus, franchement, vois ça. à cette époque-là, c'était pas la folie hein, ce qu'il y avait sur les écrans, quoi. Donc, Tu vois ça, puis tu vois La guerre déclarée de Valérie Donzelli sur un sujet à peu près similaire, et puis tu dis, bouh, bah voilà, Ouch. quoi, c'était bien les années 90. Et du coup, on n'a pas trop parlé de Happy Feet dans sa réponse. là, on a on a le fan. On a quand même juste une chose. Si je peux dis-nous. digresser un peu, c'est-à-dire que je vais la raconter à l'antenne parce que Laurent nous racontait donc off record qu'il a quand même ferré sa femme actuelle
sans jeu de mots avec Donc pas le Michel. fameux magazine. Pas hein. Michel, ouais. Donc pas Michel, pas la fameuse Michel si vous suivez ces podcasts. Ouais. Vous reconnaîtrez donc la fameuse Michel de Pulp Fiction, c'est ça, les toilettes de l'UGC Montparnasse. Alors les toilettes, c'est votre La invention. pompeuse des Montparnasse. Voilà. Et donc, oui, il nous racontait qu'il a fait découvrir Happy Feet à sa future femme. À l'époque, c'était le premier film qu'ils ont regardé ensemble, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc C'est tellement chaud sur ce coup-là. c'était beau. Oh, bravo. Oui, Laurent. Oui, Tu es donc fan. après une telle introduction, C'est un film qui compte pour toi. Oui, Dans ton Qu'est-ce qui t'a parcours fait penser que cinéphile t'allais- et personnel. Qu'est-ce qui t'a fait penser que t'allais pécho sur ce film-là, en fait? Attends, comment tu veux ne pas pécho avec des petits pingouins tout mignons qui chantent du Prince et qui remuent le popotin, franchement. Non, Happy Feet, c'est comme beaucoup de gens, je pense, qu'ils l'ont regardé en se disant qu'on avait perdu George Miller et que bon, on allait quand même regarder parce que c'est George Miller et qu'on été cueillis, dans le sens où certes c'est un film pour enfants, mais c'est un film comme les meilleurs films pour enfants qui n'hésitent pas à faire peur, etc. Et puis surtout, il y a un parti pris assez génial, je trouve, de photoréalisme qui au début est un petit peu dérangeant, mais en fait tu comprends vite en quoi ça sert l'histoire. C'est-à-dire que en gros, ça raconte l'histoire de manchots qui ont une espèce de tradition musicale, c'est-à-dire que ils doivent trouver leur chant intérieur en chantant des chansons pour être acceptés dans le clan. Il y en a un qui n'arrive pas à chanter Comme pour parade draguer, amoureuse. voilà, et pour trouver une compagne et puis pour faire des enfants. Et il y en a un qui ne sait pas chanter, mais par contre qui danse très bien. Attends, il danse pas, il fait des claquettes. Il fait des claquettes, mais faire des Pas claquettes, pareil, c'est hein. danser, c'est Oui, même encore mais- mieux que danser. Et il est exclu du clan, du coup, il part dans une espèce de trip initiatique où il décide qu'il va trouver la raison pour laquelle son clan a de moins en moins de poissons à manger. C'est-à-dire qu'il va être confronté au monde des hommes, et la confrontation au monde des hommes dans le film est assez terrifiante, notamment une scène où le héros est capturé et Spoil. oui, tout à fait. Et installé dans un zoo, et cette scène-là est d'une violence psychologique. Mais c'est vol au-dessus d'une coucou, en une scène pour les gosses. Et c'est le genre de truc dont Miller est capable, comme il était capable de le faire dans Babe, c'est-à-dire nous appâter avec tout un univers mignon et puis nous en mettre plein la tronche en termes thématiques et de mise en scène. Notamment. Je vois des espèces de sourires un peu de narquois Xavier, qui s'échangent autour de la Oh, table. j'aimerais surtout rajouter que sur Happy Feet, et surtout même dans Happy Feet 2, il y a aussi beaucoup de sous-textes, Oui. beaucoup de philosophie, il y a un vrai regard sur la religion. Complètement. Surtout le 2. Voilà. Normalement, il y a une sorte de prédicateur, enfin pas prédicateur, une sorte de gourou. En tout cas, dans le premier, le fait que le héros se mette à faire des claquettes est mis en corrélation avec justement la perte de la nourriture. Et donc, du coup, les ancêtres, les vieux patriarches lui disent que limite, voilà. C'est quoi, sa faute, ouais, il doit y voilà. aller. Moi j'ai vu le film Ouais, ce week-end, Cyril. je l'avais pas vu justement, j'ai fait mon rattrapage milleresque ce week-end et en fait je suis pas très fan de Happy Feet. C'est-à-dire qu'au début j'ai même dit mais c'est quoi cette merde sur la première demi-heure, parce que justement c'est, tu disais tout à l'heure Fausto, t'avais entendu parler comme quoi c'est un film hystéro et je confirme qu'au début ils se mettent à chanter, enfin c'est, tu fais stop et tout, je trouvais ça pas très beau en plus, alors que bon après le film, j'ai regardé la date du film, c'est vrai qu'il est pour son âge je pense qu'il devait être tué à l'époque, mais maintenant avec du recul c'est pas toujours réussi. Il y a des plans séquences qui sont mortels ou où ils glissent dans ça c'est mortel et tout, et en fait ça devient intéressant sur la dernière moitié du film en fait, mais le début je comprenais pas l'engouement sur le film. Après il y a des trucs dingues comme c'est pas un spoil mais il y a le plan où il est dans l'eau, c'est un plan très très large, on voit une sorte de pelleteuse qui tombe dans l'eau avec une sorte de, ça c'est juste dingue ce plan quoi. Il y a effectivement le truc que tu as raconté à la fin et qui est assez dingue, mais ça m'a tellement pas assez emballé par rapport à ce que j'ai vu le début que j'ai pas voulu voir la suite, donc j'ai pas vu Happy Feet 2 parce que justement le 1 m'avait, plus tout le monde dit que le 2 était en deçà du premier. Ah, non, du tout, non. Ah ouais. Ah, Ah bah alors justement on peut Non, parler du 2. deux fans là en fait, Xavier. Ah bah oui, non mais là, Happy Feet 2 qui va donc suivre les aventures du fils du héros du premier Happy Feet. Il a Ken hein. Oui, évidemment. Évidemment. Ken en chantant du Prince, donc, forcément il a les Ken quoi. Et en fait, celui-là, c'est... en fait, il y a un plan au début, alors ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein, Laurent m'aidera. Il y avait ce plan où justement, il y a le père qui est en train de parler à l'enfant et en regardant un ciel étoilé. Et en fait, il y a vraiment il y a une manière de montrer l'immensité de l'espace. Et en fait, c'est tous les sujets qui étaient traités dans le premier qui là vont être mais amplifiés, décuplés. D'ailleurs, tu te rappelles dans le 1, il y avait dans la scène justement où il est enfermé dans le zoo, je sais pas si tu te rappelles de cette espèce de en 4 plans, il fait un recul en cut du zoo jusqu'à dans l'univers où on voit qu'il est enfermé sur cette espèce de planète de fous furieux qui elle-même est perdue au milieu de l'univers. C'était déjà. On peut dire aussi que les humains, parce que quitte à avoir spoilé le truc zoo, dans le film c'est vraiment des acteurs filmés et mélangés de la synthèse. C'est assez dérangeant au début
mieux en fait. Ça devrait pas être dérangeant, mais c'est dérangeant en fait. Mais d'ailleurs, j'étais en train de me dire, c'est marrant parce que Happy Feet, c'est complètement en image de synthèse. Alors moi, j'ai vu que le premier, mais effectivement, il y a une scène de course-poursuite avec un lion de mer qui est vraiment époustouflante. Et là, tu sens que il s'est dit, je peux faire ce que je veux parce que c'est complètement en image de synthèse et c'est génial. Et du coup, tu dis, c'est marrant qu'après, sur des Mad Max, il ne s'est pas utilisé de cette expérience en totale animation. Oui, Xavier. Et justement, à l'origine, Fury Road aurait dû être entièrement en image de synthèse. Ah, je savais pas ça. Voilà, il a abandonné l'idée, je crois, en 2009 pour revenir à un truc beaucoup plus pratique. Mais dans les nombreuses idées depuis 2003 sur Mad Max 4, oui, il y a bien eu ce passage-là. Un peu comme Zemeckis qui veut faire que qui a fait des films. Non, là, mais à l'époque, il y a 5 ans, il voulait faire que des films en synthèse parce qu'il voulait s'affranchir justement totalement de la caméra et. C'était bien le Pôle Express. J'avais bien aimé à l'époque. Biowolf, ça tue. Biowolf, ça tue, mais Pôle Express, mais visuellement, c'est difficilement regardable. Oui, je pense. J'ai très peur de le revoir. La date de péremption, elle était. Chaque fois que je vois le Blu-ray, je le prends. Mais Happy Feet, justement, c'est ça qui m'a surpris, c'est que je trouvais ça pas très beau la direction artistique, mais à des moments c'était sublime, à des moments c'était assez laid, et c'était laid, je pense. Ouais, c'est peut-être le côté parce que des fois les poils étaient bien foutus, des fois c'était juste on voyait une sorte de texture. Enfin bon, j'exagère quand même pas mal, mais c'était ton Divix que t'es pas de bonne qualité. Non, mais le film date de 2005, je crois, 2006, donc c'est ça qui, en fait, la synthèse, ça accélère d'année en année, c'est juste dingue. Donc c'est le problème de ces films d'animation. Voilà, il faut les remettre en contexte. Et donc je pense que pour l'époque, du coup je l'ai pas vu à l'époque, mais ça devait juste être dément quoi. Oui, à l'époque c'était assez ouf. Mais les musiques sont horribles par contre. Pourquoi ils ont choisi ces musiques là quoi? Pourtant c'est que des grands hits de la chanson de la pop musique. Hein. T'as du Prince, t'as du Queen, t'as du Madonna, je crois. Attends, j'ai pas kiffé après, du tout. À part les pingouins latinos qui sont rigolos, j'ai pas kiffé du tout. C'est vrai que c'est des bonnes chansons à la base, mais c'est un peu réinterprété. C'est la réorchestration. Et c'est un peu bizarre. Alors que la musique de John Powell, en revanche, la musique orchestrale de John Powell à côté est vraiment mortelle. Mais en effet, je crois que moi, Happy Feet, c'est vraiment des trucs, ce que tu dis, le parti pris d'image de synthèse réaliste pour l'époque. C'est ce qui fait que moi, au début, le film m'attirait absolument pas. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de parti pris artistique dans l'univers décrit. Je me disais que c'est un peu ce qui me choque, par exemple, quand je vois la bande-annonce du nouveau le livre de la jungle qui va bientôt sortir, où je ne comprends pas quel est l'intérêt de faire vraiment Balou qui prend Mowgli sur son ventre et qui l'emmène faire un tour sur la rivière, mais photoréaliste. J'y crois pas une seconde. Et je me disais la même chose avec Happy Feet. Finalement, j'avais tort, en tout cas pour Happy Feet. J'aurais peut-être tort pour le livre de la jungle. Et que vaut je pense que tu as raison pour le livre de la jungle. Que vaut la 3D stéréoscopique de Happy Feet 2? Parce que je l'ai pas vu en 3D. Je l'ai pas vu en 3D. Ah, merde, parce qu'il y a comme similaire du coup et que c'est en synthèse, du coup c'est de la vraie 3D. Mais le Mad Max 4 en 3D vient justement de la réussite de la 3D sur Happy Feet 2. Oui, mais même si c'est de la conversion que je trouve plutôt réussie malgré ce que les gens diront, là pour le coup c'était de la vraie 3D dans le sens qu'ils savaient qu'ils pouvaient placer ces écarts et tout. Enfin, ils pouvaient vraiment faire la profondeur comme ils voulaient. Donc ça peut être intéressant si la 3D était cool ou pas. Je sais pas, moi je suis un peu dubitatif concernant l'utilisation de la 3D chez Miller. Enfin, ces films, en fait, finalement, ils n'ont pas besoin de ça, dans le sens où tu regardes le premier Mad Max, les lignes de fuite, la profondeur de champ, enfin, tout est déjà là, tu t'es déjà dans le truc, quoi. Le Mad Max 2, t'es au cœur de l'action et t'as pas besoin d'avoir un artefact tridimensionnel pour te sentir au milieu de tout ça, quoi. On a très peu parlé de Mad Max 2. Je viens de dire, en fait, Mad Max 2, et donc. Qui est quand même. le 3. C'est quand même du. On va y revenir. Il nous reste un peu de temps pour reparler un peu des Mad Max, peut-être, et de Fury Road. Je me permettrais donc, du coup, quand même, de passer de Happy Feet à Mad Max. Hein. Sachant que pour moi, alors là, c'est un avis totalement subjectif. On espère. Principe. Je serais limite tenté de dire que Mad Max 4 pourrait être même le dernier de la trilogie avec Happy Feet 1 et Happy Feet 2. Oula. Oui, alors là, voilà. J'essaye de développer. Donc ce serait donc Mad Max, Fury Road, Happy Feet. Il n'y a pas des Fury Feet. Dans le sens où tout ce qui a été fait dans Happy Feet 1, Happy Feet 2, finalement, c'est limite un début de brouillon pour Mad Max 4. Que ce soit d'un point de vue thématique sur toute la religion. Si tu mets vraiment sur l'aspect religieux, tu regardes Happy Feet 1, Happy Feet 2 et Mad Max 4, il y a une vraie montée en puissance, il y a un truc vraiment logique. Et aussi d'un point de vue technique. Ne serait-ce que pour l'utilisation de l'image de synthèse qui était mise en rapport avec du photoréalisme. Le rapport à la 3D, parce qu'en fait le premier Happy Feet aurait dû être aussi en 3D. Ça ne s'est pas fait pour cause de budget. Mais il y avait une réflexion qui était sur la 3D. Donc tout ce processus des Happy Feet pour arriver à Mad Max 4 vient peut-être du fait que justement Happy Feet 1 et Happy Feet 2 étaient faits en parallèle avec justement cette genèse de Mad Max 4, toutes ces tentatives avortées d'arriver à faire le film. Donc si je te suis, voilà. Fury Road serait en fait une espèce de synthèse stylistique et thématique de ce qu'il a fait sur les Happy Feet. Ouais.
C'est mon point de vue. Après, voilà, défoncez-moi. Tu les vois du coup. Oui, non, mais en même temps, Fury Road, c'est aussi une synthèse de tout ce globalement tout ce qu'il a fait avant, quoi. C'est un mec qui arrive à progresser avec son médium et à faire progresser le médium, quoi. C'est vrai que c'est sa grande force, quoi. Cyril. Quand tu vois... Juste en parlant d'Happy Feet, en fait, quand j'ai vu le film, je me dis tiens, je vois un film de Miller, qu'est-ce qui fait que ça se rapproche des thématiques de Miller? Et du coup, si on parle de Happy Feet 1, 2, puis Mad Max Fury Road qui se suivent, Happy Feet 1 et 2, c'est des déserts blancs. Ça reste encore des étendues désertiques voilà. Et donc s'il y a une suite, il abandonne du coup le côté réaliste de Babe 1 et 2 et de Lorenzo, le côté très ancré dans un monde réel et tout, pour refaire à nouveau un truc désertique. Xavier. Justement, c'est sur le tournage d'un Mad Max qu'en fait il a rencontré un caméraman. Alors je suis incapable de me rappeler du nom du gars. Et en fait, en dehors des prises, en allant dans un bar et en discutant avec Miller, lui, en fait, il lui a expliqué qu'il avait travaillé sur un documentaire sur l'Antarctique. Et donc il lui a mis en rapport justement le désert australien. Il a mis en rapport le désert australien avec ce qu'il avait vu en Antarctique, ce désert blanc. Ça l'a pas laissé de glace. Et bah justement, c'est justement cette corrélation qui est restée dans la tête de Miller et qui lui a donné l'idée d'Happy Feet après. Donc il y a une vraie corrélation aussi. Les poissons, tout à fait. Oui, complètement. Ouais, dans un monde sur le bord de l'extinction, avec un héros qui n'a pas en plus forcément demandé à devenir le héros, c'était pas son but. Et Happy Feet, il me semble, ça c'est côté business, il les a produits, je crois, dans le sens où il a quand même mis, il a quand même mis un petit peu sur la table un peu. C'est ce qui a d'ailleurs coulé sa boîte, je sais plus si c'est sa boîte de prod ou sa boîte d'effets spéciaux. Ouais. Boîte d'effets spéciaux. Ouais, c'est la boîte d'effets spéciaux. Et les Mad Max, il est produit aussi. Bah, c'est les Warner du coup qui est derrière, donc il doit peut-être avoir un puis producteur exécutif. Il avait Byron Kennedy, quoi. Enfin, c'était le fameux mec qui l'a suivi. Puis ensuite, ils ont créé Byron Kennedy Miller, quoi. D'ailleurs, une personne très importante. Jusqu'à les films de George Miller commencent par Kennedy Miller film, tous en fait. Même maintenant. Tu voulais pas être de la bande à Miller, c'est peut-être le moment pour citer un peu les noms. Il y a Byron Kennedy, et puis il y a dans les membres éminents et récents, il y a sa femme Margaret Sixel, donc qui a notamment monté le premier Happy Feet, le premier Babe et le dernier Mad Max Fury Road. Et tu parlais de l'importance du montage, donc là c'est intéressant puisque c'est aussi sa femme, donc je pense qu'il doit y avoir des choses assez intéressantes qui doivent se dire dans la salle de montage, quoi. Mais voilà, puis c'est quelqu'un qui est quand même assez fidèle. On voit au niveau des chefs-op qu'il utilise. Parfois, il utilise un chef-op et puis il le remploie pas pendant plusieurs années, il le réutilise ensuite. Ça a été le cas par exemple de John Seal qu'il a utilisé sur Lorenzo et qu'il a repris sur Fury Road. Alors c'est vrai que quand on pense à Lorenzo, on fait pas forcément le rapprochement avec Fury Road, mais je pense que si, il tient compte de la façon dont le chef-op a progressé depuis la première fois en fait où il a travaillé avec lui à maintenant. Donc et puis c'est vrai que dans Lorenzo, même si on en parlait, c'était pas forcément le film qui s'y prêtait. Il y a les trucs de mise en scène de Miller et que le chef-op a très bien géré. C'est bien foutu. Des mouvements de grue, des travelling avant très secs qui te mettent une pression et qui font coller une scène. Je me rappelle notamment dans Lorenzo d'une scène très courte qui m'avait vraiment marqué la première fois que j'avais vu, c'est quand le gamin essaie d'attraper une boule de Noël dans le sapin et qu'il tombe avec le sapin en arrière-plan et qu'il y a un travelling assez rapide sur lui. Et oui, c'était déjà un chef-op qui avait bien, il avait bien chopé le dialogue, le langage millerien. Ouais. Et puis pour parler d'un metteur en scène et un acteur que j'aime beaucoup, il a eu une influence décisive sur la carrière de Mel Gibson, quoi. Enfin, je pense que Mel Gibson ne serait jamais passé au cinéma s'il n'avait pas rencontré George Miller. Et je vais pas dire preuve en est, mais sur Apocalypto, c'est un film très millerien et c'est pas pour rien qu'il utilise Dean Simler qui était le chef-op de Mad Max 2. Donc voilà, l'impact de Miller au-delà de son entourage fidèle se mesure aussi à l'aune des rencontres qu'il a pu faire, des personnes qu'il a utilisées, je serais tenté de dire, et qui par la suite tracent aussi leur sillon dans la mise en scène, comme c'est le cas de Mel Gibson. Gibson d'ailleurs, il lui a pas donné un rôle, enfin il a un rôle iconique et tout ce qu'on veut, mais niveau dialogue c'est quand même c'était très primal, on va dire, les Mad Max. Et je trouve ça intéressant justement qu'il a réussi à faire sortir ce truc-là de ce bonhomme et tout, qui je sais pas si c'était pas il était pas destiné à faire du cinéma à la base. Gibson, il venait de, je sais pas, Xavier. En fait, c'est pas tant le côté Gibson pour tout ce qui est dialogue. C'est en fait c'est un subtil mélange de ce que Miller voulait faire. Ça, il y a un film muet sonore, donc très peu de dialogue, qui devait beaucoup fonctionner sur le montage. Et aussi une utilisation, on va dire, un peu
de l'accent australien qu'avait Gibson à l'époque. D'ailleurs, le film a été doublé aux États-Unis en Voilà, anglais. et justement, en c'est un fait, peu la honte, et le problème, c'est que ce choix particulier a amené à un redoublage complet du film. Et moi, j'ai l'impression que Mad Max 2, c'est pour vous peut-être le meilleur film qu'il ait fait. Je sais pas si je me trompe en disant ça. Et je l'ai un peu revu là, du coup, pour le podcast. Et j'étais hyper étonnée parce que je l'avais pas revu avant Mad Max Fury Road, de la similitude du scénario et de plein de choses. Ah oui, le camion, c'est tout. Enfin, c'est complètement fou comme les films se ressemblent. Il y a des scènes qui ont l'air calquées, mais du coup, qui sont bigger, louder dans Mad Max Fury Road. Et du coup, vous pensez qu'il avait déjà atteint ce qu'il devait faire sur Mad Max 2 avec Mad Max, l'univers de Mad Max, et qu'il l'a complètement juste agrandi sur Mad Max Fury Road, ou Ouais, quand c'est un même peu ça. Moi, j'ai l'impression d'univers étendu en fait sur Fury Road plus que. Alors effectivement, il y a forcément des scènes de Fury Road, enfin du 2 de Fury Road qui nous rappellent. Enfin bref, il y a des renvois qui sont assez évidents, quoi. Mais après, oui, t'as raison. Même en termes de scénario, le discours entre guillemets, pour être un peu théorique sur la religion, est pas aussi présent que ça dans Mad Max 2, mais il y a tout un côté effectivement. De toute façon, le personnage de Max, c'est un personnage qui est super christique. Il y a du fanatisme parce que c'est quand même des mecs qui suivent une espèce de gourou, d'ultra gourou en la personne du Mingus. Donc ouais, on retrouve des trucs qui sont quand même assez similaires, quoi. Mais moi, ce que j'aimais bien, enfin ce qui m'a fait, c'est un film qui m'a rendu fou. C'est peut-être le premier film qui m'a rendu mais totalement fou en fait, Mad Max 2. Mais en fait, autant le premier était une espèce de Shambara western spaghetti, autant le deuxième pour moi c'est de l'heroic fantasy sur roue, quoi. C'est vraiment ça, tu vois, c'est limite le Seigneur des Anneaux dans le désert, quoi. Grosso merdo. Laurent. Et le côté christique, justement, tu parles est super intéressant parce que finalement, c'est un Christ qui veut pas, en fait. Il roule pour lui, en fait. Ça, en fait, c'est un Christ qui veut pas être le Christ, mais il l'est. Et finalement, tu regardes, tu prends Lorenzo, c'est l'histoire de personnages qui voulaient pas devenir médecin, c'était pas leur but, mais et pourtant qu'ils le deviennent. Tu prends Babe, c'est un cochon qui il voulait pas être cochon, putain. Voilà, non mais en fait, c'est beaucoup sur des gens qui bifurquent dans la vie à un moment, mais comme Miller, exactement, comme Miller, comme l'histoire de gens qui soit qui veulent être quelque chose et qui n'arrivent pas à le devenir et qui deviennent autre chose, soit qui ne veulent pas devenir quelque chose et qui sont forcés de le devenir par la force des choses. Mais c'est vrai que c'est souvent des Happy Feet aussi, c'est pareil. Mais c'est souvent des histoires de trajectoires comme ça qui bifurquent. Et moi, je voulais juste rajouter sur Fury Road par rapport à ce que pour moi il a vraiment amené par rapport à Mad Max 2. Il y a un passage de témoin d'un personnage masculin aussi, un personnage féminin, où c'est quelque chose que Miller avait pas réussi vraiment à implanter dans les Mad Max jusqu'à maintenant. Dans le 3, non dans le 3, non, parce que c'est les gamins, c'est pas les gosses, c'est pas pareil, sauf si tu es un petit peu pédophile, mais quand ils transmettent, c'est transmettre dans le sens ils l'enculent, quoi. Voilà, exactement, des maladies. Ah merde, surtout à cette époque-là. Voilà, le podcast se tenait quasiment bien jusqu'à présent. Et puis... Mais il parle de pédophilie. On mettra un bip, d'accord. Et donc oui, voilà, je crois que c'est vraiment ce qu'amène Mad Max. D'ailleurs, enfin Fury Road, d'ailleurs, il a été il a été désigné comme un grand film féministe. Alors bon, moi, féministe ou pas, je m'en fous un petit peu. Il répond non à Miller, d'ailleurs. Oui, mais complètement, parce qu'il parle, c'est pas parce qu'on parle de femmes qu'on fait un film féministe. Enfin, c'est la bonne réponse à apporter, d'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, sinon tous les films porno lesbiennes seraient féministes, donc c'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, il donne la place à des femmes dans un univers qui était d'hommes. Et pour moi, c'est vraiment la grande nouveauté du film. Cyril. Mad Max 2, si on parlait tout à l'heure du côté justement Mel Gibson tout seul et il roule sa bosse machin et tout, quoi, et le côté Mingus, la secte et tout, mais même du côté des gentils, donc qui gardent l'essence. Ils ont aussi un côté très comme ils sont habillés, leur théorie, bien sûr, c'est limite plus flippant que les et puis en plus ils sont pas meilleurs en fait. Non. C'est-à-dire que, comme dans Fury Road, c'est-à-dire que finalement, c'est l'absence de manichéisme aussi, c'est quelque chose qui caractérise vraiment le style de Miller, notamment quand il pose des univers comme ça, mythologiques très très forts. On se rend compte que, et c'est ça qui est d'ailleurs super grisant quand tu découvres le film et que t'es un peu jeune, c'est que, bon, tu t'es totalement fasciné par l'aspect cuir, métal, super dur, en fait, de toute la clique du Mingus. En même temps, tu te dis, ouais, c'est quand même des fous furieux, c'est des sales types, ils violent des nanas, etc. Et en même temps, ceux qui sont en blanc, c'est-à-dire que Papa Gallo, machin, etc., c'est quand même des dégénérés aussi, quoi, à leur façon. Et donc du coup, tu es un peu, tu sais pas trop où te positionner. Il y a plus de meufs chez Papa Gallo quand même que. C'est sûr que, on va dire que, ouais, il y a plus de, ouais, c'est vrai, ouais. Et en fait, justement, dans Mad Max 2, t'as un côté miroir, justement, entre Papa Gallo et Mingus, qui a été poussé au point où même, je crois que Miller a dit dans une interview qu'en fait,
pour lui, dans sa tête, c'est le personnage du Mungus qui est un ancien de l'armée, ça se trouve a peut-être servi avec Pappagallo. Voilà. Et surtout, c'est le personnage de Max et de Wes qui eux aussi sont vraiment en corrélation. C'est vraiment les miroirs l'un de l'autre. Donc pour rappel, c'est le punk à moto avec l'arbalète. Voilà. Et en fait, ils ont tous les deux un traumatisme qui est lié à la perte d'une personne chère. Donc Max forcément a perdu sa femme, son enfant, et Wes a son petit ami qui se fait défoncer à coups de boomerang en plein milieu du film. Et il ne se remet pas justement de la mort de ce personnage. Mais c'est d'ailleurs l'absence de manichéisme. Moi, c'était peut-être ce qui m'avait profondément dérangé quand j'avais découvert le premier Mad Max, parce que t'avais des flics dont t'avais l'impression que c'était des gens tout aussi timbrés, borderline. Fifi. Voilà. Merci les noms des personnages chez George Miller, un Pappagallo, Fifi. Et avec des mœurs, en tout cas pour un jeune garçon qui découvre Mad Max pour la première fois, avec des mœurs en tout cas difficilement identifiables. Et Michel. C'est vrai que cette absence totale, c'est même plus qu'une absence de manichéisme, dans le sens où c'est juste que tout le monde est taré. Justement, plus ou moins. Il y a un personnage que j'adore dans Mad Max 2 dont on parle jamais finalement, et pourtant qui est important, parce que dans le 3 c'est carrément lui qui en a ça, c'est je sais plus comment il s'appelle, le mec qui vole avec son gyrocoptère. Ouais. Et en fait lui il est vraiment à part en fait, on pense toujours à Max qui est tout seul, mais en fait lui aussi il est un peu à part, et c'est un peu un personnage intéressant en fait, parce qu'il n'y a pas d'équivalent même dans Fury Road. C'est même le narrateur d'ailleurs dans Mad Max 2 il me semble. Non, le narrateur dans c'est le gamin. Ouais. Mais ce personnage, c'est l'enfant sauvage. Ce personnage-là, volant et tout, c'est qu'il est très très curieux en fin de compte. Oui, mais alors moi perso, je le trouve très curieux, mais il m'a toujours fait chier. Cette espèce de Géo trouve tout là avec ses serpents. Alors oui, en plus à la fin, dans la poursuite finale, il balance des serpents sur les sbires du Mungus. C'est ridicule d'ailleurs. Ouais, mais non, je suis pas trop fan de ce perso, mais il est intéressant. Ce qui me fait marrer, c'est que je pars sur le c'est quand j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, il joue un des personnages, il joue la voix de Sauron en fait, et j'ai reconnu, alors que ce mec-là je l'avais pas vu depuis des années, j'ai reconnu sa bouche, et on dirait le mec de Mad Max 2, et je vous jure c'est vrai. En plus dans Le Seigneur des Anneaux on voit juste sa bouche. On voit tout le reste, et je fais tiens, on dirait le mec, et quand j'ai vu dans le générique après sur IMDb, je fais mais putain je m'étais pas trompé, c'est bon voilà. Discussion. Ce qui nous amène à Mad Max 3, même si on en avait déjà pas mal parlé. Tome du tonnerre. Podcast. Mais il faut. Il y a des trucs à dire, il y a beaucoup de trucs à dire sur le film. C'est peut-être quelque part le film le plus important de la filmo de Miller. En plus, ça a failli arrêter sa carrière. Donc, c'est le film déjà où il s'est confronté à la toute-puissance d'un studio, vraiment, et je pense qu'il s'en est pris plus plein la gueule, parce qu'il voulait pas de Tina Turner, il voulait pas de tout ça. Mais s'il voulait d'Angelo Di Rossito, le petit nain. Il est génial, lui. Génial. Fabuleux. Génial, extraordinaire. Le petit nain. Pardon, excusez-moi, la personne de petite taille. Petit, voilà, mais il est très très petit. Master Blaster. Non, c'est et puis déjà c'est le film où il a donc perdu son complice depuis ses débuts, Byron Kennedy. Pendant le tournage, donc. Pendant les repérages. C'était un accident d'hélicoptère. Voilà, c'est ça, un accident d'hélicoptère. Donc il a perdu goût au projet et il voulait pas le finir. D'ailleurs, le film est co-réalisé avec Georges Ogilvy qui aurait réalisé en gros toutes les scènes chiantes. Il y en a pas mal. Miller a réalisé que les courses-poursuites apparemment. Voilà, et Miller se serait focalisé sur les courses-poursuites. Et c'est le film où Hollywood essaye de rattraper Miller. Une légende, il essaie de dire tiens il y a ça qu'on aime bien dans Mad Max, ça c'est un peu moins ça, tu peux enlever l'épée des cuirs et mettre plus ça, tu vois, avec plus d'enfants, il y a un côté c'est un peu comme les sagas d'horreur les réalisateurs qui disent n'importe quoi après, c'est ils disent bon on n'a pas compris ce qui plaisait mais nous on aime bien ça et on va le mettre plus en avant, les mémos quoi, comme on dit quoi. Et donc voilà, c'est le personnage de Max qui alors au début qui arrive dans un village, dans une espèce de ville bien crado et tout, et puis après il s'en va, et là il rencontre des enfants un peu à la Peter Pan, tu vois, les enfants de l'imaginaire, les enfants perdus, et tu comprends pas pourquoi ils écoutent un disque qui est une espèce d'évangile. En fait, il y a plein d'idées comme ça. T'as l'impression qu'il y a 3 films en un quasiment, mais que ça s'imbrique pas. Ça fait du coup un film qui s'étire en longueur et t'as pas l'électricité, t'as pas le côté rock justement et purement adrénaline. C'est Mad Max totalement dévitalisé en fait. Tina Turner quand même qui est côté rock. Ah oui, moi j'aime beaucoup Tina Turner. En plus elle est pas mal dans le film. Ouais, elle est pas mal. Je trouve que la musique, cette chanson, elle est bien.
Elle est chouette. En plus, elle est plus représentative du personnage de Max, effectivement. Thématiquement, oui. Par contre, musicalement. Non, musicalement, voilà. non, je suis d'accord. Non, c'est pas métal hurlant, quoi, c'est sûr. Hein, mais il y a des choses vraiment mortelles dans le film, je trouve. Par exemple, on est tous d'accord pour dire que l'idée du dôme du tonnerre, les combats câblés, machin. Non, mais c'était génial. Quand tu voyais ça, je me souviens, j'avais vu des extraits, je crois, dans l'émission qui s'appelait Babylone, là, présentée par Numaro d'Agile. Et ça me rendait fou. J'avais vu cette scène là, ce combat dans la cage, et en fait, après, quand tu vois le film, bon, bah. Oui, l'idée est vraiment mortelle. C'est une idée de comic book, et dans les faits, pareil, on parlait du nain. Super comic book, le film, c'est vrai. Le nain, il est Blaster, sur le dos du géant. Ouais. Ça, c'est une idée géniale, le côté on mélange en plus le cerveau et les muscles et tout. Et puis il dirige une espèce de ville souterraine qui fonctionne avec les déjections et tout ce qu'on voit, la ville du dessus. C'est pour ça, Krang dans notre film. Exactement, j'y pensais là. Oui. Et il y a un truc très politique dans le sens où Master Blaster est le maître de la ville du dessous et que c'est lui qui alimente en énergie la ville du dessus. C'est Tina Turner qui, elle, est maîtresse de la ville du dessus, mais elle dépend complètement de la ville du dessous. Et il y a une espèce de jeu politique c'est comme dans Gun entre les deux. Exactement, c'est comme dans Gun. Donc il y a comme ça, il y a des concepts même SF carrément qui sont vraiment intéressants dans le film. Et la photo, tout ce qui se passe dans la ville du dessous, la photographie, elle est magnifique. Très 80s. C'est parti. Non, t'as l'impression de voir du Caravage. T'as des clairs-obscurs extraordinaires. Fait partie de ce que Miller a fait de plus beau, je trouve, visuellement. C'est pas négatif. Hein, oui, non, mais c'est même pas. C'est pas même pas le côté 80s, c'est un côté purement artistique et limite abstrait. Dans la façon dont il illustre cette ville souterraine, c'est absolument à tomber par terre. Du coup, on tombe nous, non seulement par terre d'admiration, mais après on tombe juste tout court quand on voit vers quoi va le film après. En fait, le film sans les deux premiers Mad Max, on pourrait dire c'est honnête. Ouais. Pas génial, mais c'est juste que c'est un tel gâchis après les deux premiers. Oui, voilà, mais après il y a quand même des super scènes dedans. Moi, je suis désolé, la course poursuite finale, moi je l'adore. Hein. Mais elle est mortelle, mais c'est quand t'as vu Mad Max 2, elle dure 10 minutes, t'as 2 gouttes de sang et 2 explosions. Et surtout, c'est juste une scène, voilà, qui a pas été vraiment travaillée avant. Elle arrive comme ça, donc oui, tu regardes une scène d'action comme ça, à la cache, c'est tout. Du coup, on va conclure. Je vais peut-être vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de George Miller, chacun? Xavier? Qui me rend de l'argent. Qu'il m'étonne autant que Mad Max 4 m'a étonné. Parce que j'y croyais pas. Hein. J'avoue que j'étais persuadé qu'il allait se planter. Et en fait, waouh. Fausto? Bon, franchement, il peut prendre sa retraite. C'est bon, il a tout donné. Moi, je continuerai à regarder ses films. Il peut ne rien faire. Ça me va très bien. Ok. Laurent? Ah ouais, qui continue parce que Fury Road c'est tellement un pied monumental et ça nous a lavé les yeux de tellement de surbousasse numérisée jusqu'au trognon que j'en veux encore, quoi. Et Cyril? Je vais dire un gros mot, c'est transmédia. Et j'ai envie de voir ce qu'il veut faire. Je trouve que cet univers, il a parlé de faire justement des comic books, des jeux vidéo, des machins et tout. J'aimerais bien voir un petit peu de ce qui va être développé derrière. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées et qui apparemment ne vont pas se faire. Notamment, il devait avoir des films d'animation. Ça m'intéressait vachement, donné par des différents animateurs. Au Japon, ouais. Et là, on est d'accord qu'il prévoit un prochain Mad Max? The Wasteland, ouais. Il avait pas dit un film plus léger au début, finalement il a changé d'avis et tout. Je sais pas, il n'y a pas une histoire, ça fait un peu bouger. Je sais pas, il y a beaucoup de choses, ça n'arrête pas de bouger depuis, concernant le fait qu'il a plus envie de les réaliser déjà. Oui, parce que là pour l'instant il est juste annoncé comme producteur. Donc il y a ça. Après effectivement il y avait Tom Hardy, pas Tom Hardy. Donc je sais pas, c'est toujours compliqué. Tiens, un truc qu'on n'a pas dit, sinon Véronique, je te demanderai après du coup ce que tu attends, mais on n'a pas parlé d'un truc important, c'est qu'on parlait de la reconnaissance tout à l'heure, mais qu'est-ce qui arrive bientôt en mai? Cannes. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est pas rien. C'est quand même une reconnaissance, ça. Elle arrive très tard, mais elle arrive. À Cannes. Surtout pour un mec qui a eu que des Oscars techniques. Ça va être curieux de voir un petit peu son. Enfin, il faut voir la sélection, bien sûr, mais ça va être curieux de. Oscar technique, film présenté hors compétition. Genre on a un peu honte de le montrer, mais on est quand même content de l'avoir. De toute façon, je pense que tout le monde cette année s'est accordé à dire que le meilleur film de Cannes, toute compétition confondue, c'était Mad Max Fury Road. Très bien. Et toi, Véronique, du coup, qu'est-ce que tu attends de... Du coup, je suis un peu déçue là, parce que je pensais qu'il allait réaliser le prochain Mad Max, donc c'est ça que j'attendais. C'est pas sûr qu'il le fasse pas. En fait... Je pense que c'est mal barré déjà pour une simple question de temps de préparation et d'âge. C'est quand même un mec. Il a 70 ans. Il est plus tout jeune et même s'il se porte comme un charme, je pense que le prochain Mad Max, c'est quoi? Si c'est dans 4-5 ans, franchement, je le vois pas. D'ailleurs, c'est rigolo, mais quand il y a eu la conférence de presse de Mad Max à Cannes, Hardy a dit texto, je comprenais rien de ce qu'il disait pendant le tournage. Je pensais que c'était un fou. Et en fait, quand il a vu le film, il a fait d'accord, je comprends mieux et tout. C'est marrant de voir que. Oui, Hardy s'est excusé. Qui voir comment il y a une incompréhension que le mec en fait il a son truc en tête bien clair et net et qu'à même à son âge il peut en voir encore la patate et que voilà, c'est cool aussi que Warner l'ait suivi même s'ils ont flippé
pour faire ça, parce que c'est quand même un film, on en parlait après la projection, avec des trucs vraisemblables, des monstres et tout. Warner de Soumer quand même reste le studio qui prend le plus de risques, qui tente et qui prend des risques et qui donne la parole à des réalisateurs un petit peu plus habités que la moyenne, donc c'est cool. Mais écoutez, merci à tous. Du coup, qu'est-ce qu'on se souhaite On se souhaite à Capuche, je dirais. On donne rendez-vous au prochain. Hein, et n'hésitez pas aussi à nous donner votre avis sur le PIFcast. Hein, certains le font. Et on accueille les compliments avec bonheur. Et les insultes avec encore plus de bonheur. À bientôt. Salut. Ciao. Thank you.